du plan de résolution du conflit russo-ukrainien. Ce plan en 28 points, qui a fuité depuis une semaine dans la presse, a été beaucoup commenté et a fait l'objet de plusieurs réunions diplomatiques, notamment entre les États-Unis et l'Ukraine à Genève. Ce même plan, qui a fait geindre toute la presse mainstream, a souvent été présenté comme un plan maximaliste en faveur de Moscou. Mais selon Romain Bessonnet, expert du monde post-soviétique, en réalité, ce plan correspond davantage aux exigences minimales de Moscou au vu de la prise de parole de Vladimir Poutine lors d'un déplacement à Bichkek au Kyrgyzstan. Il a fait plusieurs annonces qui montrent en fait que la Russie n'est pas demandeuse d'un accord de paix actuellement, étant donné qu'elle est en dynamique encore positive sur le terrain. Vladimir Poutine a annoncé ses lignes rouges, c'est notamment la conquête de l'intégralité du Donbass. Pour lui, en fait, le plan 28 points qui, d'après les élites ukrainiennes, est complètement inacceptable, en fait, est pour lui une base minimale qui serait le début d'un processus de normalisation des relations entre l'Ouest et la Russie. D'ailleurs, Vladimir Poutine a précisé qu'il ne souhaite pas signer d'accord avec l'Ukraine car il a des doutes sur la légitimité du pouvoir ukrainien actuel, étant donné que le président Zelensky a vu son mandat prolongé sine die, alors qu'il n'y avait aucune décision du tribunal constitutionnel ukrainien autorisant cela et que ça va à l'encontre du texte de la constitution ukrainienne. D'après lui, seule la Rada, c'est-à-dire le Parlement ukrainien, serait légitime à négocier avec la Russie et à signer quelque chose. Ensuite, Vladimir Poutine s'en est pris aux Européens et à l'élite occidentale qui veut, je cite, continuer à voler de l'argent et à sacrifier jusqu'au dernier Ukrainien. Et lui a dit que de toute façon, la Russie est en capacité de gagner la guerre militairement et donc s'il y a un accord c'est mieux, mais s'il n'y a pas d'accord, ce sera pareil. On a aujourd'hui un pouvoir russe qui est sur une position dure. D'ailleurs, Vladimir Poutine a déclaré en plus que, bien sûr, la composition territoriale de l'Ukraine devrait être réglée en fait par des référendums locaux pour savoir quelle partie du territoire ukrainien devrait rester dans l'Ukraine et quelle partie du territoire devrait en être séparée. C'est une rhétorique qui rappelle celle du début de la guerre du mois de février 2022. Côté ukrainien, les difficultés s'accumulent. L'Office anticorruption, piloté par les Américains, a perquisitionné aujourd'hui chez Andrei Yermak, le chef de cabinet du président Zelensky. Outre les difficultés gigantesques que cela peut occasionner à Volodymyr Zelensky en interne, on peut clairement soupçonner que les Américains utilisent cet outil anticorruption pour déstabiliser le pouvoir ukrainien et le contraindre à négocier avec les Russes. En ce qui concerne la ligne de front, les forces armées de la Fédération de Russie progressent rapidement dans le secteur de Zaporijjia et semblent déjà être entrées dans la petite ville de Gouyaïpoye, après que des unités ukrainiennes se soient retirées sans instruction des villages se trouvant en amont de la ville. Pour les Russes, avancer rapidement dans Zaporijjia est d'autant plus intéressant que selon le plan américain en 28 points, c'est sur la ligne de front que serait déterminée la future frontière dans cette oblast. Au rythme où les Russes avancent, ils pourraient prendre d'assaut la ville de Zaporijjia d'ici l'été 2026, si la guerre se poursuit d'ici là. Du côté de Pokrovsk, des combats violents se poursuivent, les forces armées ukrainiennes ayant même mené plusieurs contre-attaques avec certains succès. La situation n'est pas claire, mais les troupes ukrainiennes semblent bel et bien encerclées dans l'agglomération de Pokrovsk-Mirnograd, soit physiquement, soit en raison de la couverture par les drones russes de la dernière voie de sortie. Mais selon Romain Bessonnet, c'est surtout sur le plan économique que l'Ukraine rencontre le plus de difficultés, étant donné que la Russie semble poursuivre depuis longtemps l'objectif de rendre l'Ukraine infinançable pour les Européens. Sur le front économique, pour l'Ukraine, des mauvaises nouvelles s'accumulent, étant donné que le FMI a sorti son projet de mémorandum qui est draconien pour l'Ukraine, étant donné que le FMI propose 8 milliards de financement à l'Ukraine sur les 3 prochaines années. Mais ces 8 milliards en fait sont conditionnés à une politique d'austérité budgétaire, notamment une augmentation massive des impôts qui est réclamée pour augmenter l'autofinancement du pays.
Les différentes fédérations professionnelles, donc depuis 3 jours, manifestent leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement ukrainien. Hier, c'était la Fédération des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est la Fédération minière d'Ukraine qui menace le gouvernement d'une catastrophe économique dans leur secteur si les tarifs ferroviaires pour les marchandises ne sont pas revus à la baisse. Il y a une hausse qui est prévue à partir donc, du 1er janvier de cette année de 40% de ces tarifs. Pour les entreprises concernées, ce serait la mort économique. Enfin, pour dernier point, le système électrique va de plus en plus mal, étant donné que les coupures de courant se multiplient dans les grandes villes ukrainiennes. Et une députée ukrainienne a annoncé que ces coupures allaient continuer pendant encore plusieurs mois et qu'elles vont s'aggraver à mesure que les températures vont se refroidir. On a un début d'hiver qui est exceptionnellement chaud là, depuis quelques jours, mais les coupures de courant vont s'intensifier si les températures baissent donc dans les prochaines semaines. Et pendant ce temps, l'Union européenne semble se disperser dans des fantaisies. La représentante de la diplomatie européenne, l'Estonienne Kaia a même affirmé que ce n'est pas l'armée ukrainienne à laquelle il faudrait imposer des quotas, mais l'armée russe. Même Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, qu'on ne peut pas franchement soupçonner d'accointance avec Moscou, a poliment qualifié le propos de Kaja Kallas de rêveur. Notons également qu'aujourd'hui, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a rendez-vous à Moscou avec Vladimir Poutine pour, selon Orban, négocier avec la Russie la poursuite des transactions énergétiques entre la Hongrie et la Russie. Une façon assez démonstrative de rejeter la prise de décision de l'Union européenne de bloquer définitivement toute importation énergétique russe d'ici 2027. Mais cette visite pourrait aussi être liée à la volonté de maintenir l'organisation du sommet de Budapest, qui avait été envisagé il y a un mois pour une rencontre tripartite Russie-Ukraine-États-Unis. Mais qu'importe la date et l'issue exacte de la fin du conflit. Outre évidemment la malheureuse Ukraine, on peine à voir comment l'Europe se remettra de ce conflit, tant l'élite qui la dirige semble désireuse de poursuivre l'ambiance guerrière pour justifier d'une part son endettement sans fin et d'autre part maintenir sa légitimité politique défaillante.